On parle de développement démographique, on dit qu'il y a une explosion de la population et notamment du nombre d'urbains. Selon certaines prévisions, dans 20 ou 30 ans, on aura 860 millions d'urbains en plus en Afrique. Euh, Est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour les villes que vous connaissez? Alors, de mon point de vue, et c'est un peu la réponse facile, mais ensuite je vais prendre un point de vue un peu plus direct. Évidemment, c'est à la fois une menace et une opportunité. La menace, c'est que des processus de bidonvillisation se développent à grande vitesse. Si ce développement urbain est mal géré, mais à mon avis, c'est surtout une opportunité. Parce que quand on prend un peu de recul historique et géographique, eh bien, euh, partout dans le monde, l'urbanisation a été un processus fondamental du développement économique et social des pays. Donc, je pense qu'en Afrique aussi, il faut essayer de voir les choses de cette manière-là. On dit souvent que le taux de croissance est très élevé, mais en réalité, quand on prend aussi ce recul, on s'aperçoit que c'est des taux que les villes américaines du Nord, hein, ont connu, ou connaissent parfois encore. Donc, les taux de croissance eux-mêmes ne sont pas forcément si énormes que ça. Et je crois qu'il faut vraiment se focaliser sur l'opportunité historique que cela représente en termes de croissance économique et en termes de changement de la société, parce que les urbains sont en général plus libres, plus éduqués, les femmes en particulier font moins d'enfants, font plus d'études. De mon point de vue, il y a l'effet push et l'effet pull, c'est-à-dire qu'il y a l'attraction de la ville auprès des populations rurales, mais il y a aussi le souhait, et ça qui peut être légitime, hein, de quitter un mode de vie parfois traditionnel dans les campagnes. Mais je voudrais rappeler que dans ce qu'on appelle l'urbanisation, il y a trois processus en réalité. Donc il y a le solde naturel, c'est une chose. Il y a les migrations. Moi, je n'aime pas du tout le terme d'exode rural parce qu'on a l'impression qu'il y a une dimension biblique et que les gens sont arrachés de la terre pour être plongés dans des bidonvilles. C'est assez idéologique comme discours, donc je préfère parler de migration. Et c'est des migrations parfois du rural vers l'urbain, mais aussi de villes moyennes vers des villes plus importantes, et des villes secondaires vers la capitale. C'est un processus complexe. Et puis il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'extension des villes. Donc effectivement, l'urbanisation augmente, mais parce que le périmètre qu'on utilise quand on calcule la population d'une agglomération augmente par croissance spatiale. Donc on agrège de plus en plus de communes quand on dénombre les urbains. Donc, il faut bien distinguer ces trois différents processus et rappeler que c'est une grande opportunité et que si on avait le temps, si j'avais le temps de vous le démontrer à partir de données statistiques que tout le monde peut consulter sur Internet, on s'apercevrait qu'il n'y a pas de pays riches qui soient ruraux et il n'y a pas de pays pauvres qui soient entièrement urbains. Donc la croissance économique et l'urbanisation sont intimement liées. Je ne dis pas que l'urbanisation crée automatiquement de la croissance économique, mais je dis que les processus sont intimement liés parce que quand on regarde de près ce qui fait la croissance économique des pays, ces 50 dernières années, c'est l'industrie et les services, c'est-à-dire l'économie urbaine. Euh, et donc c'est fondamental, je pense, pour la croissance économique globale de l'Afrique, la croissance des villes. Globalement, aujourd'hui, bon, on parle depuis quelques minutes de transport et de projets de transport, mais globalement, c'est de la route qu'on construit, hein. Je pense que les financements majoritaires, et on voit chaque ville a sa rocade, sa deuxième rocade, sa troisième rocade, et chaque ville a ses nouveaux ponts pour traverser la lagune plus facilement, et chaque ville veut son autoroute ou autoroute à péage si on est à Dakar. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire finalement ce qu'on a fait en Europe et on est en train de revenir en arrière un peu en Europe sur cette métrique de la voiture et finalement on a en Afrique encore la possibilité de ne pas tomber dans cette métrique totale de la voiture et, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? C'est vrai qu'il y a une pente spontanée des États, des villes, des bailleurs pour faire des routes, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je nuancerai quand même parce qu'il y a aussi des pays où le nombre de routes, la quantité de routes a diminué depuis 50 ans, hein, parce que tout simplement les États n'arrivaient pas à les maintenir. Donc il y a objectivement des cas où il y a besoin de refaire des routes,
Et puis, il y a évidemment aussi des cas où la croissance des villes est telle qu'il va bien falloir faire des routes. Donc, moi, je n'opposerai pas totalement la question routière et la question des transports en commun. D'ailleurs, pour faire rouler les bus, il faut bien qu'il y ait des routes. Euh, Ça, c'est un premier point. Ce que je veux dire, c'est que souvent aussi le débat, on cite le cas de rocade, de troisième, quatrième rocade, etc. Processus un peu à la chinoise ou à l'indienne, effectivement, qu'il faudrait éviter. Mais parfois, il faudrait surtout s'interroger sur comment on fait la route, ou plutôt comment est-ce qu'elle s'intègre dans le tissu urbain. Est-ce que c'est une rocade autoroutière ou est-ce que c'est un boulevard urbain? C'est pas du tout la même notion. Et les bailleurs ont du mal à rentrer dans cette logique-là. J'ai un certain nombre d'exemples en tête où on finance au début une rocade parce que c'est un peu la demande du ministère, par exemple. Et en réalité, sur le terrain, on s'aperçoit que ce qu'il faut faire, c'est un boulevard avec tout un projet urbain autour. Et là, c'est beaucoup plus complexe et souvent, il n'y a pas les capacités à concevoir cet ensemble du développement urbain qui va avec la route. Donc la route, c'est un sujet très important, c'est un élément très structurant de la ville et il faut le concevoir dans sa globalité. Voilà. Mais ça, cela étant dit, effectivement, une des opportunités historiques pour les villes africaines, c'est d'éviter évidemment les erreurs des villes du Sud, le tout routier, l'époque où en France on disait il faut adapter la ville à la voiture, il faut absolument éviter ça. Il faut profiter euh, du, du, euh, du pourcentage de piétons très élevé qu'on a aujourd'hui dans les villes africaines pour faciliter la vie aux piétons. Ça devrait être une priorité absolue, parce que quantitativement, c'est encore le mode très majoritaire. Donc, tout ça, ce sont des raisons pour dire il y a des opportunités. C'est vrai que ce n'est pas la pente tout à fait naturelle des acteurs actuellement en jeu, mais on voit émerger de nouveaux acteurs. Je vois de nouvelles générations de spécialistes, d'urbanistes, de professionnels dans ces domaines en Afrique, des spécialistes africains, qui, qui ne fonctionnent plus comme d'autres générations qui ont été formées, d'ailleurs en France en général dans les années 60 ou 70 ou ailleurs, et qui étaient donc formées à cette époque du prisme pro-routier. Donc il y a cette nouvelle génération, je pense, africaine qui est en train de se former ou d'émerger et qui va prendre des positions différentes et plus intégrées de la question urbaine. On parle beaucoup dans les transports notamment des applications du numérique et de la révolution que cela pourrait entraîner. Est-ce qu'on parle d'ubérisation des mototaxis par exemple? Est-ce que vous pensez on est à l'aune d'une vraie révolution dans les transports ou est-ce que c'est un phénomène finalement assez marginal? Alors, à notre avis, du côté Codatu, effectivement, on est à l'aube de grandes transformations. On ne sait pas s'il faut appeler ça une révolution, mais de grandes transformations. Mais c'est important de voir déjà concrètement ce qui se passe aujourd'hui et dans les prochaines années. Il y a déjà des grosses évolutions intéressantes qu'il faut analyser avant peut-être de rêver à d'énormes changements. Donc, de notre point de vue, il y a eu 4 âges en fait dans l'évolution de la mobilité dans les villes, notamment africaines. L'époque de l'artisanat, de la mobilité artisanale, où pas mal de villes, de petites villes africaines sont toujours dans cette étape-là, avec les infrastructures historiques et puis des processus d'expansion des villes de manière assez informelle. La deuxième étape, c'est celle de la paralysie, où là, on constate que les infrastructures traditionnelles ne suffisent plus. Troisième étape, c'est l'adaptation, où en général, on va essayer de traiter des carrefours, rajouter des rocades, quelques nouvelles routes, etc., des parkings, on va commencer à gérer le stationnement en ville. La quatrième étape, et les villes africaines, je dirais, sont essentiellement dans ces 3 premières étapes. La quatrième, c'est celle de l'intégration multimodale, où là, on a une approche beaucoup plus globale de la question de la mobilité. On travaille sur la planification urbaine en même temps, sur les parkings relais, sur la diversification des modes de transport, sur la promotion des modes doux. Là, il y a encore peu de villes africaines qui arrivent là. Et la cinquième étape, ça pourrait bien être effectivement celle de la révolution numérique, que je nuance en disant, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà
des nouvelles pratiques, des nouveaux acteurs, des nouvelles possibilités offertes finalement par le fait que de plus en plus de gens utilisent des smartphones, que de plus en plus de données en temps réel sont produites sur le fonctionnement des villes, et que tout ça, avec la plateformisation des services, permet de nouvelles choses. Je vais donner juste quelques exemples qui sont beaucoup plus concrets que ce que l'on cite en général sous forme de révolution. Tout simplement pouvoir cartographier de manière assez précise le transport artisanal. Bon, avec des GPS que l'on met dans les véhicules, on a pu faire ces dernières années des cartographies un peu partout, des systèmes de transport artisanaux qui n'existaient pas avant. Avant, il fallait vraiment une connaissance approfondie de ces villes pour pouvoir s'y déplacer aisément en bus. Là, on peut citer le cas de Accra Mobile au Ghana ou bien de Matutu à Nairobi. Un autre volet intéressant du point de vue Codatu, c'est l'optimisation que ça va permettre dans les plans de déplacement urbain. Plus besoin de faire des enquêtes ménage, déplacement qui coûtent extrêmement cher. On va avoir une vision sur la mobilité quasiment en temps réel, peut-être moins précise que celle donnée par les enquêtes, mais suffisante pour planifier et mettre à jour les documents de planification pour mieux connaître la demande en déplacement. Il y a aussi plein de possibilités qui sont offertes sur les nouveaux systèmes de billettique, par paiement par carte magnétique, par téléphone. Or, changer la billettique dans des minibus, ça change tout en fait en réalité au système de minibus. On retire l'argent liquide, on retire donc des problèmes de sécurité, de corruption, de détournement. On oblige à ce que ça soit mutualisé, ces recettes des minibus. En réalité, quelque chose d'assez simple comme la billettique, en réalité est extrêmement complexe institutionnellement. Il ne faut pas rêver que la technologie toute seule va tout changer, puisque d'un point de vue billettique, on a toute la technologie pour changer le système, mais c'est le jeu d'acteurs qui est très complexe derrière tout ça. Mais en tout cas, ces nouveaux outils offrent des opportunités. Et puis, il y a évidemment tout le champ offert par toutes ces données, ces nouvelles données qui sont produites. La RATP, par exemple, aujourd'hui en France, vend de nombreuses données qu'elle récolte sur son réseau, et ça lui rapporte plus que les revenus publicitaires. Donc c'est des nouvelles recettes éventuellement pour les autorités organisatrices de la mobilité. Il y a aussi tout ce qui concerne l'information voyageur en temps réel, à Sao Paulo par exemple, les embouteillages. Alors tout ça permet de penser à ce qu'on appelle la théorie du leapfrog, donc selon laquelle les villes africaines pourraient sauter certains âges de la mobilité que j'évoquais, donc gagner en temps, en argent, en confort. C'est sans doute une vision un peu simpliste, mais il y a aussi des processus qui laissent penser que c'est peut-être possible. C'est les prochaines décennies qui vont permettre de voir si ça va se produire ou pas. La question reste ouverte de mon point de vue. Si on vient sur la question des transports, quels sont les grands défis qu'on va devoir adresser ces prochaines années? Alors, il faudrait y passer du temps, mais pour aller à l'essentiel, on va en résumer quelques-uns. Bien sûr, bien sûr. Alors, je dirais déjà parler plus de mobilité et peut-être moins de transport, dans le sens où, même en France, maintenant, on ne parle plus d'autorité organisatrice des transports, par exemple, mais on parle d'autorité organisatrice de la mobilité, dans le sens où on intègre d'une part les modes doux, la marche, le vélo, la trottinette parfois, mais aussi on a une approche plus globale en s'interrogeant pas seulement sur l'offre de transport, mais aussi, comme je le disais, sur la demande. Et donc c'est la question de la forme urbaine et de l'approche intégrée de l'urbanisme et des déplacements qui est en question. Ça, c'est un grand défi. Comment les villes africaines vont pouvoir, peut-être mieux que les autres, concevoir de manière intégrée ces questions de transport et d'urbanisme, sachant que en Afrique comme ailleurs, tout sépare les approches, les cultures disciplinaires, parce que les urbanistes, les paysagistes ne travaillent pas avec les ingénieurs transports, parce que les ministères, et un peu partout en Afrique, des transports, ne rencontrent jamais le ministère en charge de l'urbanisme. Et donc nous, quand on arrive dans une ville, on a toujours beaucoup de mal à savoir qui est notre interlocuteur. Voilà, donc ça c'est un premier grand défi, je dirais.
cette question de l'intégration de l'urbanisme et des transports. Alors si je prends le cas des bus, on a cité les bus de Ouagadougou tout à l'heure, et qu'on se promène dans la plupart des grandes villes africaines, on est sur des modèles de minibus, on est sur des systèmes informels que les gens du transport appellent artisanal et que je continue à appeler par convention informel parce que ça m'arrange bien, mais on parle de la même chose en général. Et on a l'impression aujourd'hui que la réponse du transport public à cette informalité, c'est de formaliser avec des grands bus. Et la question là derrière, elle est, est-ce qu'on ne veut définitivement pas travailler avec l'informel, ou est-ce que c'est des modèles totalement différents qui peuvent coexister ou cohabiter? Alors, c'est vrai que ces 20 dernières années, notamment, on peut constater que les États, les bailleurs ont travaillé à peu près uniquement sur des programmes d'acquisition de bus neufs, fortement capacitaires, 80 places, ou des bus articulés, 140 places, et en oubliant que le transport artisanal ou informel aujourd'hui transporte l'essentiel de la population qui se déplace de manière motorisée, pour ceux qui se déplacent de manière motorisée. Donc c'était un peu comme si on était aveugle à ce système artisanal qui est pourtant fondamental aujourd'hui en Afrique. Et c'est un peu la logique institutionnelle des États, des villes et des bailleurs que d'avoir un peu oublié l'essentiel de mon point de vue. Nous, à Codatu, en tout cas, on défend l'idée que l'essentiel, c'est d'améliorer le transport artisanal, c'est pas de vouloir à tout prix le formaliser, parce que c'est aujourd'hui un système qui rend de grands services, qui transporte sans subvention publique, dans la plupart des cas, de très grandes quantités de personnes, certes souvent dans des conditions de confort et de sécurité qui ne sont pas parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est un système qui fonctionne. Et donc l'enjeu, c'est de l'améliorer. Et à Codatu, on a fait des publications sur ce sujet-là, d'ailleurs, pour montrer comment, concrètement, on peut améliorer ça. Et les bailleurs, aujourd'hui, ont fait un peu leur mea culpa là-dessus, se disent, tiens, mais on est à côté du sujet, bien souvent. Souvent, c'est parce qu'il y a 15 ou 20 ans, ils ont échoué en soutenant notamment des sociétés d'exploitation de bus qui ont fait faillite en Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de pays. Et après, du coup, sont partis de ce sujet en se disant on n'y arrive pas, c'est trop compliqué. Et c'est vrai, et plusieurs bailleurs me l'avouaient encore récemment, que c'est beaucoup plus compliqué pour eux de travailler sur ce transport artisanal que de financer un métro en Inde, où là c'est de l'ingénierie financière et techniquement tout est simple, quoi. Et le jeu d'acteurs est simple. Quand on veut améliorer le transport artisanal, il faut se plonger vraiment dans la complexité locale, essayer de bien comprendre qui fait quoi et comment tout ça fonctionne. Donc, il y a un chemin qui a été fait, notamment par les bailleurs, et les États africains plus ou moins, pour aller dans ce sens-là. On arrive gentiment à la fin. Est-ce qu'il y a une question alors c'est une question classique que vous auriez voulu que je vous pose et que je ne vous ai pas posée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une thématique que vous auriez absolument voulu aborder, sachant bien sûr qu'on ne peut pas résumer l'ensemble du système et l'ensemble des questions liées à la mobilité en 30-45 minutes, mais est-ce qu'il y a un angle ou quelque chose que vous auriez voulu qu'on aborde spécifiquement? Oui, oui, alors c'est, de mon point de vue, une question fondamentale pour les villes africaines, c'est celle de la gouvernance de la mobilité urbaine, qui en réalité partout pose des problèmes considérables, pas seulement en Afrique, mais notamment en Afrique, et certainement que les villes qui vont réussir, ce sont celles qui vont trouver la solution à cette équation complexe de la gouvernance, ce qui veut dire aussi qu'il y en a d'autres qui ne vont pas trouver la solution et qui vont subir toutes les conséquences négatives de l'absence de prise de décision, l'absence de financement pérenne, l'absence d'intégration entre l'urbanisme et les déplacements, donc des populations qui vont énormément souffrir.
Alors, espérons que, et c'est une des vocations fondamentales de Codatu, que d'essayer d'aider les gouvernements locaux et nationaux à trouver les solutions adaptées à chaque cas, à cette équation redoutable de la gouvernance de la mobilité. Oui, je voudrais citer le cas du PAMU, du Programme d'amélioration de la mobilité urbaine à Antananarive, que d'ailleurs j'ai mis en œuvre entre 2009 et 2015, qui est un programme tout à fait exceptionnel qui justement travaillait sur l'amélioration du transport artisanal. Ce que les bailleurs ne savent pas faire, les gouvernements ne savent pas faire, eh c'est une coopération décentralisée qui fut la plus importante des coopérations décentralisées entre villes. C'était entre la région Île-de-France et la capitale, Malgache. C'est un programme qui a décidé d'attaquer cette question du transport artisanal et de l'ensemble de la mobilité de manière systémique, c'est-à-dire sous tous les angles, infrastructure, formation, autorité, réglementation, amélioration du matériel roulant, et en prenant le temps d'analyser en profondeur, par exemple, le fonctionnement des minibus. Voilà. Et un élément qui a été très intéressant là-dedans, c'est que pendant 2 ans, on n'arrivait pas à convaincre les propriétaires de minibus qu'ils pouvaient changer leur véhicule pour des véhicules plus modernes, qui consommeraient beaucoup moins d'essence, qui pollueraient beaucoup mieux. Et c'est après 2 ans d'études, quand on a pu reconstituer leur compte d'exploitation, voir en détail qu'est-ce qu'ils dépensent chaque jour avec leur véhicule actuel, des Mazda, et qu'est-ce que coûteraient les véhicules neufs. Et après avoir refait avec eux les enquêtes, après avoir diffusé le compte d'exploitation informatique sous Excel à tous ces propriétaires, après 2 ans de réflexion, de travail avec eux, on les a convaincus qu'ils gagneraient plus d'argent avec les nouveaux bus, parce que les nouveaux bus consomment 2 fois moins de carburant. Or, le carburant, c'est 70% de leur charge d'exploitation. Et là, ils ont été convaincus. Et donc, ça a montré que quand on travaille sur le terrain, avec tous ces acteurs locaux, il y a vraiment beaucoup de marge pour améliorer les choses. Alors, le changement n'a pas encore été fait en Antananarive, pour ceux qui se rendraient sur place, et j'expliquerai dans une autre session les raisons qui sont complexes et surtout politiques. Mais c'était un programme extrêmement intéressant dans son approche intégrée et je dirais décentralisée du transport artisanal. Voilà. On parle beaucoup de projets de transport public en Afrique, mais à part quelques exceptions, et vous l'avez cité avant, le Maghreb fait exception, mais on a quand même en Afrique subsaharienne beaucoup de projets qui ont du mal à se mettre en place. Est-ce qu'on peut donner une explication? Oui, alors j'en parlais très récemment avec le Premier ministre à Madagascar qui me demandait mais quels sont les leviers dont dispose l'État pour travailler sur ces questions. Et je lui disais mais nous, de notre expérience à l'international et notamment en Afrique, ce que l'on voit c'est qu'il y a 3 conditions pour qu'un projet puisse émerger. Il faut qu'il y ait une autorité organisatrice des transports. Ça peut être décentralisé, mais ça peut être non décentralisé. Il y a différents concepts d'autorité, mais une autorité qui prend des décisions et qui la fait appliquer. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait des financements publics. Sinon, on est contraint à garder un système de transport artisanal dont on pourra parler si vous voulez, mais on ne pourra pas avoir des transports plus capacitaires qui sont structurellement déficitaires en exploitation. Et puis enfin, il faut qu'il y ait une vision sur le développement à long terme de cette mobilité en lien avec l'urbanisme et donc une forme de planification, si possible stratégique. Et on constate qu'en Afrique, souvent, on n'a aucune des 3 conditions qui est remplie. Donc, alors qu'il faudrait les 3 simultanément. Donc, si aucune des conditions indispensables est remplie, il est logique que les projets, en général, restent au stade de projet ou échouent lamentablement, comme on pourrait donner une multitude d'exemples de projets de tramway, voire de métro, de réforme des bus, de BRT qui n'ont jamais été concrétisés en Afrique. Donc voilà. Mais alors justement, quelles sont les conditions de mise en place de ces 3 conditions justement parce que moi je suis tout à fait votre propos,
mais qui est extrêmement finalement négatif. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer ou est-ce que finalement on ne va pas y arriver et passons à autre chose et continuons avec des voitures puisque ça semble mieux fonctionner que les transports publics. Je fais un peu je vous charrie un petit peu, mais j'aimerais véritablement comprendre justement comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce qu'on peut faire un pas de plus dans cette question des transports. On fait le constat que ça fonctionne pas. Quel serait le ou les leviers qu'on pourrait aujourd'hui actionner pour changer les choses? Alors, d'abord, j'ai pas dressé un tableau complètement négatif de la situation en Afrique, hein. La situation est très diverse, le panorama est complexe. Il y a des cas où, effectivement, il n'y a aucune des trois conditions que je citais qui est réunie. Il y en a d'autres qui avancent. Par exemple, à Dakar, on a une autorité organisatrice des transports qui fonctionne relativement bien, qui a réussi à changer plusieurs tranches de 500 bus à chaque fois, donc, qui a pu acquérir des véhicule neuf qui fonctionne bien et qui est en train de vraiment réformer le système par bus. Et aujourd'hui, qui est maintenant sur des projets très ambitieux, donc comme je le disais, de TER et de BRT. Donc, il y a des cas où ça fonctionne. On pourrait citer aussi Kigali, Rwanda, et un certain nombre de cas où Ouagadougou, en ce moment, qui va faire l'acquisition de bus neufs pour une somme de 200 millions d'euros, qui va complètement réformer le système à Ouagadougou. Donc il y a des choses qui avancent ici ou là, hein. Mais globalement, cette notion d'autorité organisatrice, elle pose problème, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Si on regarde le cas de Paris, le cas de Marseille, c'est des cas très récents en France ou ailleurs dans le monde, on voit qu'à chaque fois, institutionnellement, c'est complexe et qu'il faut trouver des solutions adaptées à chaque situation particulière. Il y a des jeux d'acteurs, et là, il faut une analyse fine des jeux d'acteurs. Par exemple, le cas classique, la conflictualité entre l'État et la capitale. Ça, c'est un cas classique en Afrique, pour des raisons politiques, mais aussi parce qu'il y a des légitimités institutionnelles différentes sur un même territoire et légitimes. L'État est légitime pour être responsable sur certaines infrastructures, la commune peut être légitime sur d'autres infrastructures, et mécaniquement, tout ça est complexe. Voilà. Donc, il faut travailler sur cette complexité institutionnelle. Ça, c'est un premier sujet et c'est possible d'avancer. C'est possible d'avancer. Parfois, il y a des situations politiques qui bloquent tout. C'est vrai aussi. Voilà. On pourrait citer un certain nombre d'exemples. L'autre sujet, c'est celui du financement. On comprend bien la difficulté à trouver de l'argent public. Alors que c'est l'approche la plus simple est de laisser faire le marché et donc qui va spontanément favoriser le développement routier et des voitures. Donc il faut une forte volonté politique pour pouvoir injecter de l'argent public dans des projets. Et puis la planification, c'est aussi un vaste sujet. Il y a eu, on peut dire quand même, un grand nombre d'échecs de la planification, pas seulement de la mobilité, mais de la planification urbaine en Afrique et ailleurs d'ailleurs. Beaucoup de documents qui n'ont jamais été vraiment appropriés par les acteurs locaux, beaucoup de visions parfois occidentales qui ont voulu être copiées-collées dans des contextes qui n'avaient rien à voir. Donc il y a eu tout un travail maintenant d'analyse critique de tout ça, qui reste aussi en partie à faire et qui commence à changer les pratiques. Et on pourra approfondir ce sujet-là si vous voulez. Donc ce n'est pas un panorama sombre que je dresse, c'est un panorama réaliste, mais avec beaucoup de pistes d'amélioration qui sont en cours un peu partout en Afrique. Il y a une mode aujourd'hui, c'est le tram, partout. Alors, Maghreb va succomber. Je parle de ça parce que à Lausanne, d'où je vous parle, on a aussi succombé à cette mode et on essaie d'avoir, comme toutes les villes un peu modernes, notre ligne de tram. Et on voit en Afrique surgir de plus en plus cette idée, en Afrique subsaharienne. Est-ce que le tram est quelque chose d'adapté aux villes que vous connaissez? Quelle serait la plus-value, si ce n'est la question d'image? Alors, de notre point de vue, le tram, en fait, c'est la question d'avoir des modes plus capacitaires que le transport artisanal qui existe aujourd'hui, où on commence à avoir des limites quantitatives à ce transport artisanal. Quand sur une ligne de bus, on a 120 bus qui circulent et qui sont séparés en moyenne de 150 mètres, on comprend que
il faut passer à un mode beaucoup plus capacitaire qui va absorber des flux plus importants. On voit des lignes de bus parfois qui dépassent les 50 000 passagers par jour. On pourrait avoir un tram sur une ligne dans des meilleures conditions. Mais il ne faut pas forcément se focaliser sur le tram. Il y a d'autres solutions techniques, comme je le disais tout à l'heure, le BRT, c'est-à-dire les systèmes de bus en site propre, qui peuvent être beaucoup plus simples et moins coûteux à mettre en place. Donc tout ça, c'est des analyses techniques beaucoup plus précises qui permettent d'identifier quelle est la meilleure solution suivant la situation. En tout cas, on peut dire, il me semble qu'en Afrique subsaharienne, il est légitime dans pas mal de villes de commencer à penser à des modes plus capacitaires, à voir, suivant les cas, si c'est le tram ou le BRT ou autre. Là, vous voyez qu'à Dakar et à Abidjan, on passe à des modes encore plus lourds sous forme de métro. Mais la grande question, de mon point de vue, si on veut dépasser l'étape du rêve un peu vers le tram, c'est de se poser la grande question de qui va financer l'exploitation de ce tram, qui sera à tous les coups déficitaire. Et c'est parce que ces questions n'ont pas été adressées dans un certain nombre de projets en Afrique, où on a dit on va faire un tram, et finalement ça ne s'est jamais fait, parce qu'au moment où on est rentré dans les considérations plus techniques, on a bien vu qu'il allait falloir compenser l'exploitation de ce tram, parce que, ou alors le prix du ticket serait 3 ou 4 fois plus cher que celui du transport artisanal, et donc dans ce cas-là, les gens, on comprend bien, ne vont pas se reporter vers le tram. Et il n'y avait pas de réponse, et c'est le deuxième point que j'évoquais tout à l'heure, il n'y avait pas de réponse au financement de ce système de transport, et donc, eh ben, ce n'était pas possible de le réaliser. Mais alors, si je vous comprends bien, on a d'un côté un système informel qui pose un certain nombre de problèmes de sécurité et de confort, on le comprend bien, mais qui ne coûte rien, qu'on essaie de remplacer par des systèmes formels qui seront, puisqu'on le sait déjà, forcément déficitaires. Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe là derrière? De notre point de vue, non, c'est l'idée que l'important, c'est d'articuler les différents systèmes. C'est qu'un tram ne va pas remplacer l'ensemble du système de bus. Quantitativement, une ville de quelques millions d'habitants, classiquement, on va avoir 1 million de passagers par jour dans ces bus, ces minibus, donc système artisanal, et il y en aura peut-être 50 000 ou 100 000 sur le tram. Donc on voit bien un ordre de grandeur, c'est pas du tout la même chose. Donc l'important, c'est que l'ensemble des lignes soit bien articulé, qu'il y ait une réflexion globale sur l'intermodalité et la complémentarité entre ces modes. Voilà. C'est ça l'enjeu de notre point de vue.